Bonjour à tous, merci de votre présence. On va parler aujourd'hui de la compétition européenne de statistiques. La visio est enregistrée, ce qui permettra, si vous souhaitez la regarder à nouveau, de le faire et aussi aux autres enseignants intéressés qui n'ont pas pu assister aujourd'hui de voir aussi le replay. Donc, au programme aujourd'hui, si euh, voilà. Clarisse Fiol et Nicolas Danglade, qui sont inspecteurs, vont nous parler, pour commencer, de la dimension pédagogique de la compétition. Ensuite, on va vous expliquer un peu son historique dans la région et plus concrètement en quoi consiste cette compétition. Puis deux enseignantes qui ont participé l'année dernière témoigneront de cette expérience. Il y a peut-être parmi vous d'autres enseignants qui ont participé. Ils pourront aussi ajouter leur témoignage s'ils le souhaitent. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, je vais laisser la parole à Clarisse et à Nicolas pour commencer. Si, Clarisse, peut-être? Merci Nicolas, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. La compétition européenne de statistiques est une compétition très riche en apprentissage. Les élèves concourent en équipe, ce qui permet de confronter les idées. Les élèves sont encadrés par les professeurs qui jouent un rôle de mentor. Ce sont des professeurs de mathématiques, de sciences économiques et sociales. Ils guident les élèves dans leurs recherches. Et cette compétition a l'immense avantage de développer l'autonomie des élèves à partir des connaissances qu'ils ont acquises en cours d'acquisition avec leurs professeurs de mathématiques et de sciences économiques et sociales. Donc c'est quelque chose de vraiment important, fondamental, au regard même des disciplines et de manière transdisciplinaire. Eh bien, je vais compléter le propos de ma collègue. Donc, bonjour à tous et à tous, chers collègues. Merci d'être connectés. C'est une compétition, effectivement, vous avez compris, qui est importante, utile et intéressante, historique. Donc, il faut continuer continuer ce chemin qui a été ouvert il y a quelques années. Et c'est un chemin intéressant parce qu'il y a la dimension pluridisciplinaire. Donc, je ne vais pas reprendre les arguments de ma collègue, mais la dimension pluridisciplinaire me semble, voilà, c'est quelque chose que l'on peut enfin peut-être travailler en équipe. Donc, on n'a pas tant l'occasion que ça de le faire. Alors, je sais que le vivier SES mathématiques peut-être est restreint, ce qui explique aussi voilà, le volume global que l'on a d'inscrits chaque année. Je suis bien conscient, on est tous bien conscients de cela, mais peut-être que les élèves qui font SES maths en spécialité pourraient être peut-être plus mobilisés davantage sur cette compétition, parce que ça donne vraiment l'occasion de travailler ensemble. Donc moi, pour moi, ça c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est en fait l'idée également de travailler en groupe. Ça renvoie quand même aux compétences socio-comportementales. Et sur les compétences socio-comportementales, je ne sais pas si les collègues étaient présents quand nous avons fait les journées d'animation pédagogique en fin d'année scolaire dernière. Tous les travaux, et je vous renvoie à un excellent rapport qui a été rédigé en 2021 par Yann Algan sur quel professeur au XXIe siècle, vous avez quand même quelque chose qui tourne autour du manque de compétences socio-comportementales développées dans le système scolaire français. Donc là, on a quand même une occasion de travailler, faire travailler les élèves en équipe, de développer la confiance du travail en équipe, de développer la confiance en autrui et montrer qu'on peut avoir des meilleurs résultats quand on travaille en groupe que tout seul. Voilà, pour moi, c'est le deuxième élément intéressant après la pluridisciplinarité, c'est de développer ses compétences socio-comportementales. Voilà, peut-être que je vais laisser la main et peut-être Clarisse si tu veux rajouter quelque chose, mais
Enfin, je m'inscris totalement dans ces propos et je m'y retrouve complètement. Je rajouterai simplement qu'il y a une expertise aussi des compétences numériques qui sont développées dans la conception de diaporamas, dans la présentation des documents. Et ça aussi, c'est une dimension à prendre en compte. Alors, comme vous l'avez compris, Nicolas et moi s'associons tous les deux pour vous dire que nous encourageons vivement à participer, à faire participer vos élèves à cette compétition. Ça n'a donné que de très bons résultats, de très belles satisfactions. Ça remporte un vif succès, un engouement croissant auprès des jeunes filles notamment, qui sont toujours un peu plus timides à participer. Et ce travail de groupe évoqué par Nicolas juste à l'instant me semble fondamental. Et on l'a observé dans les années précédentes, c'est vraiment quelque chose d'important, de motivant pour nos élèves, et que ce soit en maths ou en sciences éco, de manière pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Bravo à votre participation et à la participation de vos futurs élèves. Merci. On te passe la main, Pascal. Ben, merci Clarisse et Nicolas. Donc, je poursuis avec du coup euh, ben, un petit historique de la compétition. Donc, grâce notamment ben, à la forte mobilisation aussi de Clarisse et Nicolas, enfin, de nos correspondants académiques, on a pu vraiment ben, développer la communication autour de la compétition européenne. Donc, pour l'édition 2023, en fait, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a eu 10 équipes qui ont participé. Et c'était en fait les élèves d'une même classe qui étaient encadrés par une enseignante en mathématiques au lycée Pierre et Marie Curie de Menton. Et deux équipes avaient été sélectionnées pour la deuxième épreuve. Donc, on dira un peu tout à l'heure en quoi consiste la première et la deuxième épreuve. En 2024, 79 équipes dans la région, donc Académie d'Aix-Marseille et Académie de Nice, ont participé à la première épreuve et 11 ont été sélectionnées pour la deuxième épreuve. Et en 2025, donc on a 99 équipes qui ont participé dans la région, dont 16 ont été sélectionnées pour la deuxième épreuve. Donc, pour l'édition de 2026, on compte sur vous et on espère bien dépasser les 100 équipes participantes dans la région. Alors, eh ben, depuis 2023, en fait, on a chaque année organisé avec la région académique une cérémonie de remise de prix pour les élèves et les équipes ainsi que leurs enseignants qui ont concouru à la deuxième épreuve de la compétition. Donc en 2023, on est allé au lycée Pierre et Marie Curie de Menton. En 2024, la cérémonie de remise de prix a été organisée à la direction régionale de l'INSEE, donc à Marseille. Et puis cette année, en 2025, on est allé au lycée Rénoir de Brignoles qui nous a accueillis. Et donc, comme vous pouvez voir sur les photos, on est de plus en plus nombreux. Alors, si on en vient au vif du sujet, la compétition, en quoi elle consiste? Donc, la compétition européenne de statistique, elle est proposée par Eurostat, qui est le chef de file de la statistique publique en Europe, et elle a lieu chaque année depuis 2017. Cette année, elle est organisée dans 22 pays. Et en ce qui concerne les épreuves françaises, c'est l'INSEE qui est responsable de rédiger, de proposer les épreuves françaises. Donc nous, on va surtout parler des épreuves françaises. En fait, il y a deux épreuves françaises et ensuite, pour les deux meilleures équipes en France, il y a à la fin une étape européenne. Donc on espère que cette année, peut-être des équipes de la région, au moins une, participeront à cette étape européenne. Donc la compétition, elle s'adresse aux élèves de première et de terminale dans les filières générales, technologiques et professionnelles. Les élèves vont concourir en équipe, donc de 1 à 3 élèves.
Et comme disaient tout à l'heure Nicolas et Clarisse, c'est vrai que c'est bien que les équipes soient composées de plusieurs élèves parce que ça va leur permettre aussi de travailler ensemble. Les équipes sont encadrées par un professeur ou un binôme de professeurs. Donc, c'est sûr que si vous avez la possibilité en fait d'être des enseignants de plusieurs disciplines pour accompagner les élèves, ça sera vraiment bénéfique pour eux. Donc, comment ça se passe au niveau du calendrier? Les inscriptions vont être ouvertes très prochainement puisqu'elles ouvrent le 13 octobre et elles seront ouvertes jusqu'au 23 novembre 2025 à minuit sur le site de l'INSEE. C'est les enseignants qui vont inscrire leurs équipes d'élèves. Donc, c'est à vous d'inscrire les élèves qui souhaitent participer. La première épreuve, au niveau français, aura lieu du 24 novembre 2025 au 7 janvier 2026 à minuit. Ensuite, pour les équipes qui seront sélectionnées pour la deuxième épreuve, cette deuxième épreuve, elle aura lieu du 9 janvier au 11 mars 2026, donc à minuit. Et comme je vous disais tout à l'heure, les deux premières équipes en France, en fait, auront l'opportunité de participer à l'étape européenne qui se déroulera de mars à mai. L'étape européenne, en fait, ça consiste pour les équipes sélectionnées à réaliser une vidéo en anglais. Donc, si on regarde les épreuves françaises, la première épreuve, en fait, elle consiste en 3 QCM qui sont à compléter en ligne. Donc, le premier QCM, enfin, un des QCM porte sur la connaissance des notions clés de statistiques. Un autre QCM, lui, il va plutôt porter sur la capacité des élèves à trouver des données, soit sur le site de l'INSEE, soit sur le site d'autres producteurs de statistiques publiques en France. Et le dernier QCM, il va porter sur la capacité d'interprétation d'un document statistique en anglais. Donc là, ça sera aller chercher de l'information, surtout sur le site d'Eurostat. Chaque QCM comprend 10 questions. Quand on répond juste, on marque un point. Quand on répond faux, on perd 1 tiers de point. Et quand on répond pas, on marque pas de point. Les élèves vont pouvoir, pour répondre au QCM, faire des recherches sur Internet. Éventuellement, si sur certains points, alors c'est pas à vous de faire les QCM, mais sur certains points, ils ont besoin d'être un petit peu aiguillés, ça, c'est possible. Et du coup, les élèves pourront modifier leurs réponses. Donc, ils peuvent commencer à remplir un QCM. Après, s'ils changent d'avis, ils peuvent modifier leurs réponses jusqu'à la fermeture jusqu'à la clôture de la première épreuve, donc jusqu'au 7 janvier à minuit. Cette épreuve, elle est relativement sélective, c'est-à-dire que comme le nombre de participants à la compétition augmente chaque année. Donc, il a beaucoup augmenté dans la région, mais il augmente aussi ailleurs en France. Et du coup, le seuil pour participer à la deuxième épreuve, il augmente aussi. Et cette année, en fait, pour que les élèves participent à la deuxième épreuve, il fallait que, en moyenne, sur les 3 QCM, ils aient obtenu des notes supérieures à 8,3 sur 10. La deuxième épreuve, qui va être peut-être la plus enrichissante pour les élèves qui vont pouvoir y participer, ça va consister vraiment à réaliser finalement le même travail que le travail que font au quotidien les chargés d'études de l'INSEE, c'est-à-dire prendre en main un jeu de données, l'exploiter, l'analyser, l'interpréter et essayer d'en retirer des messages. Donc concrètement, on va mettre à disposition des équipes sélectionnées un jeu de données, puis on va essayer de tester leur capacité à analyser ces données, à savoir les mettre en valeur et à produire une information claire. Le support qui est attendu, c'est un diaporama
au format PDF de 8 pages maximum. Donc vraiment, j'insiste sur le format, c'est-à-dire que les supports qui comprendront plus de 8 pages ne seront pas examinés par le jury. En fait, ça, c'est une condition éliminatoire. Et sur ces 8 pages, la première page, ben, elle va donner le nom de l'équipe et le nom des élèves. Donc, les élèves ont 7 pages en réalité pour produire les informations et les messages. Le contenu de ce support, donc on va demander aux élèves tout d'abord de nous énoncer les objectifs de leur étude, de nous parler de leur méthode de travail, de nous présenter les résultats de leur analyse et les messages qu'ils en retirent, et puis de nous proposer une conclusion. Donc, pour vous donner une idée des précédents jeux de données qui ont été proposés aux élèves, alors, selon les années, ça va être des fichiers de données individuelles. Donc, c'était le cas en 2024 et en 2023, ou alors des tableaux qui sont déjà constitués et qui vont devoir être analysés par les élèves. Donc en 2025, le sujet portait sur les tableaux de flux commerciaux de la France par rapport à l'Union européenne et par rapport au reste du monde. En 2024, donc c'était des données individuelles. Du coup, on a fourni aux élèves un fichier, une extraction avec 1000 observations, donc un échantillon de 1000 répondants à l'enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives. Et à partir de cet échantillon, les élèves devaient faire les analyses statistiques sur ce fichier de données individuelles. En 2023, c'était aussi un fichier de données individuelles, c'était le fichier salarié avec un échantillon d'un peu plus de 3000 individus statistiques. Et puis là, ce qui était demandé aux élèves, c'était de regarder les rémunérations des salariés en fonction de différents paramètres comme l'âge des salariés, leur catégorie socio-professionnelle, etc. Et en 2022, on avait des tableaux, plusieurs tableaux relatifs aux effets socio-économiques de la crise sanitaire et qui étaient en fait des tableaux issus de différentes sources statistiques. Donc, on voulait voir quelle information synthétique les élèves retiraient de l'ensemble de ces tableaux. Donc, si on parle un peu plus concrètement des critères d'évaluation du jury lors de cette deuxième épreuve, donc le jury va être très attentif à la clarté et la pertinence des objectifs que se seront fixés les équipes. Donc, ce qu'on va demander, c'est une définition de l'objectif principal et une argumentation de cet objectif principal. Pourquoi les élèves l'ont choisi, quel est l'intérêt, quels sont les enjeux, et aussi l'énonciation d'objectifs secondaires. Donc là, vous avez deux copies d'écran. Ça correspond à la première diapositive informative, je dirais, du support rendu par les élèves. Donc l'équipe Arctan qui a fini deuxième au niveau national et l'équipe Tao Pablo qui a fini quatrième. Alors, l'enjeu aussi donc là, vous voyez, par exemple, pour Arctan, on a une introduction, le plan, l'objectif, et puis l'information sur les outils qui ont été utilisés, la méthodologie qui a été choisie et les difficultés rencontrées. Donc, en fait, la difficulté pour les élèves, ça va être aussi d'essayer à la fois de donner le maximum d'informations possibles et d'avoir des supports qui ne soient pas trop chargés, qui restent lisibles. Donc, c'est un véritable challenge. Donc, un autre critère d'évaluation
ben, ça va être la qualité de l'analyse qui va être proposée par les élèves. Donc, est-ce que l'analyse est en adéquation avec les objectifs que se sont fixés les élèves? Est-ce que les indicateurs statistiques qui sont présentés sont adaptés? Est-ce que les figures aussi sont bien adaptées? C'est-à-dire que est-ce qu'elles représentent l'information de manière correcte? Et puis, est-ce qu'elles sont à même à bien faire passer le message qu'on veut faire passer sur les résultats? Et aussi, on va regarder quelle est l'interprétation des figures qui est faite par les élèves. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples de figures. Donc, une carte, parce que les données de cette année s'y prêtaient, donc qui a été réalisée par l'équipe Tao Pablo. Ici, des infographies. Les élèves ont la possibilité en fait de faire des figures peut-être un peu moins conventionnelles que celles qu'on a l'habitude de voir dans des rapports statistiques, du moment que visuellement le message est mis en valeur. Et la dernière figure ici qui est assez classique, qui a été faite par l'équipe Maxstat. Donc l'équipe Maxstat, c'était une équipe de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas fini parmi les 5 premières, mais qui a été très bien classée au niveau national. Donc ça, c'est un certain nombre d'équipes choisissent d'utiliser le support Canva parce qu'il se prête bien, par exemple, à l'utilisation d'infographies. Et cette figure-là, elle est réalisée sous Canva. Dernier critère très important d'évaluation, ça va être le jury va regarder la qualité de la conclusion qui est proposée par les équipes. On va s'assurer que finalement on va avoir la conclusion est en lien avec avec l'objectif principal et les objectifs secondaires que se sont fixés les élèves et qu'on a, en plus de la conclusion générale, une petite mise en perspective relative au sujet. Donc, je vous ai mis ici une copie d'écran pour les 5 premières équipes. En fait, vous pourrez retrouver sur Internet leurs travaux. Donc là, c'est la page de conclusion de l'équipe qui a fini première, les Weber. Et ici, la page de conclusion de Tao Pablo. Donc, ça peut paraître peut-être enfin, du détail, mais en fait, euh, pour vos élèves, ça serait bien de leur conseiller d'éviter les fonds foncés parce que c'est difficile à lire et ça surcharge un peu inutilement le visuel. Donc là, je vous ai parlé du déroulé de la compétition et avant de passer la parole aux enseignantes, je voulais aussi vous signaler que tout au long de l'année, on vous accompagnait à la direction régionale de l'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, dans le cadre de la compétition européenne de statistiques et aussi plus largement. Donc, en répondant à vos questions, n'hésitez pas à la fin du diaporama, on a mis nos coordonnées avec Julien qui travaille à la direction régionale. Vous pouvez nous solliciter. Et aussi, on vient régulièrement rencontrer les élèves dans les établissements. Donc, soit en début d'année ça peut être pour leur parler de la compétition européenne de statistiques, mais plus largement et tout au long de l'année, on peut venir pour les sensibiliser au mode de représentation des données et à leur interprétation, et puis aussi pour leur parler des missions et des métiers de l'INSEE. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, vous nous écrivez et on essaiera d'organiser notre venue dans votre établissement. Et pendant la compétition, donc on sera là pendant la première épreuve si vous avez des questions ou des sollicitations. Et l'année dernière, alors on avait, juste avant la deuxième épreuve, en fait, proposé aux équipes sélectionnées une petite visio. Et puis on va renouveler cette année l'expérience parce que
bah, finalement, je pense que ça avait été assez profitable. Donc, ce qu'on fait, c'est que bah, à la fois les élèves et puis leurs enseignants, s'ils le souhaitent, sur une petite heure, on va faire une visio pour rappeler les attendus de la deuxième épreuve. Insister aussi sur l'importance d'énoncer la problématique parce que c'est pas forcément quelque chose qui est si naturel que ça finalement. Et donner quelques clés pour prendre en main une table de données parce que les élèves, ils n'ont pas bah, forcément toujours l'habitude d'exploiter ce type de matériaux. Et on leur présentera aussi, pour leur donner quelques idées, des exemples de figures qu'on trouve assez adaptées pour retranscrire l'information de manière pertinente. Donc, j'en ai fini et je vais laisser la parole à Céline et à Hayat. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Donc effectivement, j'ai participé l'année dernière à ce concours. Je me suis lancée un petit peu bon, spontanément, on va dire, et en voyant dans les mails de Monsieur Nicolas Danglade en début d'année, et puis en parlant avec des collègues qui avaient participé aussi au lycée Cézanne il y a quelques années. Et donc je me suis lancée. Je me suis lancée avec deux groupes de première. Des groupes de première ben, avec des élèves qui n'avaient pas forcément la spécialité maths ou même maths complémentaires. Donc, ça a été effectivement un petit peu difficile pour nombre de groupes. Euh, En fait, je pense que vraiment, en ayant fait la compétition, il, il vaut mieux que les élèves aient fait mathématiques ou au moins une maths complémentaire, ne serait-ce que bah, parce que quand il y a des élèves qui font maths dans un groupe, ça motive en fait le groupe et ça lui permet d'aller au bout des trois QCM parce que c'est déjà pas simple d'aller au bout des trois QCM. Alors, je me suis organisée de la manière suivante. Quand j'ai découvert avec les élèves les QCM, c'était dans 2 heures en salle informatique. On s'est tous rendu compte que que ça demandait un certain nombre de compétences. Et donc, eh bien, j'ai essayé de voir avec mes collègues de mathématiques s'ils pouvaient nous donner un coup de main et donc, je m'étais pas lancée avec un collègue, mais les collègues de mathématiques sont venus intervenir, enfin, ont fait une intervention de 2 heures devant chaque groupe de spécialité SES pour revenir sur les bases, la moyenne, la médiane, les écarts types, un peu de probabilité, parce qu'il y avait quand même pas mal de questions comme ça dans les QCM. Ça a servi aux élèves et puis surtout, ça les a motivés. Enfin voilà, ça les a mis un peu dans la compétition. Et puis, et dans la continuité, bah, j'ai demandé justement à Julien et à Pascal de venir nous rendre visite au lycée. Donc, ils sont intervenus 2 heures devant chaque groupe de spécialité donc pour présenter en fait évidemment le travail de l'INSEE, mais aussi, eh bien, moi je les ai trouvés finalement s'intéressant de plus en plus à cette compétition parce que il y avait des intervenants, parce qu'on venait leur parler du concours, parce qu'on venait leur parler de ce que ça pouvait leur apporter. Et donc ça a été une aide importante que la visite pendant 2 heures sur deux groupes de Julien et Pascal. Après, moi, j'ai essayé de les laisser un maximum en autonomie. J'ai fait 2 heures à nouveau en salle informatique pour les accompagner dans les réponses au QCM, mais ils ont vraiment travaillé en autonomie, soit au CDI, soit chacun de chez soi. Euh, ça a été pas simple. En tout cas, je crois j'avais 18 groupes. Je crois qu'il y en a 5 qui n'ont pas rempli complètement les questionnaires et nous n'avons eu qu'un seul groupe, trois jeunes filles qui ont passé le cap de la première étape. Après, nos élèves dans les groupes, il y a beaucoup de spécialités différentes. Moi, j'avais pris le parti de ne pas laisser le choix aux élèves de ne faire ou de ne pas faire le projet. Mais évidemment, bah voilà, les motivations sont pas toutes les mêmes, les intérêts sont pas les mêmes non plus. Donc, il faut peut-être connaître un peu les élèves et constituer les groupes une fois qu'on les connaît un petit peu pour essayer d'avoir voilà, au moins un élève qui soit en spé maths, soit en maths complémentaires, qui puisse tirer le groupe jusqu'à la fin.
Bon, ça m'a apporté beaucoup. J'ai évidemment envie de le refaire cette année. Je pense que je vais par contre le faire plutôt avec un groupe de terminale. Parce que, enfin voilà, mon petit groupe de filles de l'année dernière, quand elles ont vu apparaître les données sur le commerce international et la France, eh bien, bon, il y avait vraiment pas matière dans le programme de première à pouvoir gérer ce genre de problématique. Donc, ça a été très, très dur. Elles n'avaient pas le même emploi du temps. Elles n'étaient pas dans la même classe. Voilà, les horaires pour travailler à trois étaient difficiles à trouver. Donc, c'est des éléments qu'il faudra que je prenne en compte pour constituer les équipes l'année prochaine. Voilà, mais c'est une superbe compétition et voilà, j'adorerais passer le deuxième cap. Donc, plus je vais multiplier les équipes pour essayer de passer le deuxième cap. Voilà, merci beaucoup. Du coup, Merci. ouais. J'interviens, Pascal, c'est bon? Oui, merci Aya. Bon. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Bien, moi, je suis, malgré mon âge, une toute jeune professeure en reconversion. Et dans ma précédente vie, en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de projets et je ne me vois pas enseigner sans projet, en fait. Euh, C'était vraiment une opportunité. Au début de l'année, on a reçu plein de mails comme ça, nous appelant à faire passer nos élèves des concours, des compétitions. Au lieu de faire à toute la classe ou ne sachant pas où aller, en fait, j'ai fait une petite diapo où je présentais trois concours en fait différents, l'INSEE, puis une association nationale et puis le Collège de France. J'ai présenté ça à mes élèves de première. J'avais deux groupes de première et un groupe de terminale. Et donc, c'est eux qui ont choisi s'ils voulaient participer déjà et auxquels. Ben, j'ai eu la chance que tous, ils ont choisi l'INSEE, pas pour le contenu, parce qu'on ne l'avait pas encore, mais je crois que c'est pour les délais, en fait. Vous êtes le seul institut, en fait, qui nous donne un petit peu le temps de connaître nos élèves et de pouvoir avant leur donner des méthodes de travail avant de les embarquer dans une telle aventure. J'ai eu donc ces groupes-là, bien sûr, au fur et à mesure du temps, ils se retiraient. Il me restait à la fin un groupe de terminale de trois élèves et deux groupes de première de trois élèves chacun. Il y a un des premières qui a passé le premier cap, donc. Ce que j'ai fait pour rester toujours dans le projet, pour leur apprendre à travailler ensemble, etc., ben, je les invitais à venir ensemble, terminale et première au CDI. Et c'était vraiment des très bons moments d'échange. Et ça a ouvert énormément la curiosité des premières. En fait, il y en a même qui ont choisi de garder la spécialité grâce à ce concours-là. Ils ont beaucoup aimé la thématique. Moi aussi, j'ai beaucoup appris d'eux, hein, notamment pour, par exemple, la régression linéaire, là, pour la tendance de la dernière diapo. Euh, j'ai choisi donc ça pour un petit peu, bien sûr, ça reste vraiment, vraiment dans le cadre de nos programmes. On a traité les données. La première épreuve, elle était très intéressante parce qu'ils apprenaient aussi à choisir en fait les données fiables. Et, à structurer une réflexion, analyser les données. Et c'était intéressant parce que ces données-là qu'ils voient toujours dans les manuels, dans les cours déjà construites sous forme de beaux schémas, ben là, les données, elles étaient brutes. Donc, ils étaient eux-mêmes des fabricants, en fait, de ce qui était un beau camembert, si j'ose dire. Voilà. Ce qu'ils en ont retiré, en fait, c'est beaucoup d'autonomie. Il y a eu l'esprit critique qui a été développé, notamment chez les premières. Se préparer à l'oral pour les deux niveaux, en fait, pour le grand oral. Et il y avait beaucoup d'hypothèses, en fait. On retravaillait sur les petites compétences de seconde parce qu'ils émettaient beaucoup d'hypothèses au début, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout pour les premières la thématique de commerce international. Et donc, on vérifiait un petit peu leurs hypothèses. On a vraiment mené le travail en se partageant les tâches, en construisant des diaporamas, en utilisant Excel pour trier les données, etc. Parce qu'elles étaient énormes, les données. Et puis le format de ce concours-là, il a rajouté en fait une dynamique supplémentaire parce qu'il y avait les délais précis, les échéances à ne pas dépasser. Puis il y avait l'ambition finale en fait
parce que le fait d'être reconnu, c'est quelque chose qu'ils ont pu inscrire sur Parcoursup. Le fait qu'ils ont passé la première ou les deux, donc c'est valorisant pour eux. Je me rappelle, il y a la professeure principale de l'autre groupe qui est venue, elle m'a dit oui, ils veulent l'inscrire, je les ai autorisés, si tu peux m'en dire plus. Donc voilà, c'est quand même une plus-value aussi. Et pour donner, je sais pas, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de participants, mais moi j'étais là pour donner envie aux professeurs de le faire. J'ai déjà commencé à en parler dans mon nouveau lycée. J'ai ma collègue qui est là, Carole. C'est vraiment faisable, c'est tout à fait faisable. Ça prend pas de temps sur notre programme. Au contraire, ça l'enrichit. Ce qui compte, c'est l'encadrement des élèves et puis d'être aussi assuré par l'encadrement des enseignants par l'INSEE, en fait. Ils sont toujours disponibles si on fait appel à eux. Ça, c'était vraiment superbe. Et cette proximité sociale aussi elle a un petit côté en plus. Moi, j'étais, par exemple, le dernier soir, il fallait déposer le travail final des inquiétudes des élèves à 23h50 parce que le format de fichier n'était pas bon, etc. Oui, c'est des élèves avec qui j'ai développé une petite proximité supplémentaire, on va dire. Et c'est, comme monsieur l'inspecteur l'a rappelé, les compétences psychosociales sont vraiment dans le travail en groupe. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ayat. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande quelle est votre matière d'enseignement. J'enseigne les SES et j'ai travaillé beaucoup avec le documentaliste. En fait, on était là pour encadrer la première phase et lui, il avait beaucoup de compétences en maths. Moi, en maths, j'ai un niveau bac, pas plus, mais c'était très poussé en fait, l'année dernière, spécialement. Ok, bah, merci beaucoup. Du coup, Merci. si, si vous avez des questions, que ce soit à l'INSEE, aux enseignantes ou aux inspecteurs, c'est maintenant, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre Ah oui. directement enfin, lever la main ou écrire dans le chat. Alors, pouvez-vous nous dire quelle charge de travail moyenne cela représente pour les élèves, s'il vous plaît? Ils risquent de nous demander quand on leur présente. Je vais pas dire que ça demande pas une charge de travail supplémentaire, surtout la deuxième phase. Eh bien, moi, je les ai réunis au moins, on va dire, au moins 3 fois, 1 heure et demie au CDI. Ça, c'est que la deuxième phase pour vraiment finaliser, corriger, échanger. Et je leur demandais de faire le travail chez eux. Pour ça, c'était bien parce que ils se sont partagés le travail. Il y a un qui s'occupait de format, de la présentation. Il y a un qui s'occupait d'Excel, il maîtrisait Excel. Donc, oui, il faut prévoir, on va dire, 9 heures, 9 et 10 heures de travail. Du coup, ça, c'est pour la deuxième épreuve. Oui, pour la Et deuxième épreuve. Ouais. pour les QCM, Ah, pour les QCM, ils ont fait ça en une séance au CDI en 1 heure et demie. Ah, moi, les miens, ils ont eu besoin de deux séances de 2 heures pour Deux vraiment séances de 2 heures pour eux. pour finaliser les trois QCM, ouais. C'est- D'accord. Après, ils Mm. ont pu travailler chez eux aussi. Ils avaient accès au QCM et donc, en gros, ils travaillaient chacun sur le QCM et ils mettaient en commun quand ils arrivaient en salle informatique et ils discutaient des différentes réponses qu'ils avaient trouvées et pour choisir finalement quelle Ah, réponse ils décidaient de mettre dans le QCM. Donc, moi, ils se sont partagés, en fait. Le QCM, ils se l'ont vraiment partagé. d'accord. Mm. Mm. Ouais. Une demi-heure chacun. est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais aussi dire que chez les autres employeurs, en fait, on a toujours la crainte d'un frein, en fait, de s'embarquer dans des projets. On nous dit toujours qu'il n'y a pas assez de financement, il n'y a pas assez de temps, on veut pas. Et dans l'éducation nationale, on a un inspecteur qui est lui-même le promoteur, en fait, de la démarche. Et les chefs d'établissement, en général, ils sont très partants lorsqu'on a envie de faire parler, lorsque ça peut faire parler de l'établissement, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de frein, en fait.
Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On dirait que non. Ben, j'espère que bah, enfin, cette visio vous a donné envie de participer à l'aventure cette année. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions, donc comme on vous a dit, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez aussi qu'on vienne dans vos établissements, dites-nous. Ce sera bien volontiers. Et, euh, et du coup, bah, s'il n'y a pas de remords, on va vous remercier pour votre présence aujourd'hui et on espère vous retrouver très vite.